Ah bah. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous écouter parler de revue de code. On est ravis d'être ici. On est très fiers d'être à Devoxx. Merci à toute l'organisation. On est d'autant plus fiers que cette conférence avec Pauline, on l'a imaginée justement en se disant peut-être qu'un jour on pourra la donner à Devoxx. C'était notre rêve. Entre-temps, on l'a donnée dans quelques conférences. Et pour l'occasion de Devoxx, on a décidé de refaire nos slides et de faire une version améliorée avec les feedbacks qu'on a eus. Et notamment pour les slides, on a utilisé reveal.js. Je ne sais pas si vous connaissez, ça permet de faire des slides as code. Donc on a un repository. Comme on est deux, c'est pratique pour travailler parfois en asynchrone, parce qu'on essaye de travailler ensemble, mais des fois on fait des petits ajustements de notre côté. Donc on fait des pull requests, on peut travailler en asynchrone. C'est très sympa. Attends, je sais que c'est pas le moment, mais je t'ai fait une remarque il y a 3 semaines. Tu sais, sur un truc, je sais pas si tu l'as vu. Sur ma PR Ouais. Sur une PR Ouais. Ça a commencé Ça a commencé Ouais. C'était il y a 3 semaines, ça peut pas attendre. On va la regarder tout de suite. Quand même, parce Allez. que... Faut y aller tout de suite. Comme ça, ceux qui connaissent pas trop GitHub, vous voyez un peu l'interface. Donc voilà, on a le repo, les pull requests. C'est quoi celle-là? C'est celle-là, il y a 3 Did you semaine. know, that Devoxx attended some oui. people. Avec la grenouille, elle je me m'a fait rappelle, rire. j'avais mis une grenouille. Du coup, c'était quoi ton retour? Voilà. Ah, ça? Attends, je zoome, il y a un message, non? Ouais, c'est petit emoji caca, tu sais. Pourquoi t'as mis un emoji caca devant tout le monde en plus, là? Parce qu'en fait, il fallait juste supprimer un espace avant le point d'exclamation pour la convention anglophone. Ah non, ton travail, c'était pas de la merde, c'était pas ça. D'accord, parce que quand j'ai vu l'emoji crotte, non. je me suis dit, ah oui, ok. Non, c'était pas l'idée. Mais t'as raison, oui, bien, ouais, en anglais, on met pas d'espace. Mais bon, c'est un détail pour aujourd'hui, on mettra pour la prochaine fois où on redonnera cette conf, ma foi. Ouais, ok. Mais d'accord, ouais, ok. Attends, on repart. Tiens, là, tes commandes. Ouais, merci. Ouais. On espère que vous avez aimé notre petite fiction. Alors, bien évidemment, toute coïncidence avec quelque chose qui aurait vraiment eu lieu serait fortuit. C'est vraiment... voilà. Ça vous est peut-être déjà arrivé de ressentir ce petit moment bizarre dans votre corps quand vous lisez un commentaire que vous interprétez de façon pas très sympa. Ça vous est peut-être déjà arrivé, sans le faire exprès, de laisser un commentaire qui provoque ce petit pincement dans le ventre pas très sympa, alors que votre intention, elle n'était pas du tout mauvaise, au contraire, elle était louable, vous aviez envie de faire quelque chose de bien. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ce dont on voudrait vous parler, de revue de code et de biais d'incompréhension, de tout ce que la communication écrite peut provoquer. Alors moi, je suis Anne-Laure de Boissieu, je suis développeuse Go, je suis team lead dans une équipe qui s'appelle Picsou chez Bedrock. Bedrock, donc c'est une entreprise qui édite un logiciel de streaming en marque blanche pour des clients, comme par exemple M6. Et je suis membre du CHES, qui est un réseau de femmes dans l'IT. Et vous pouvez me retrouver sur Twitter, si vous avez envie. Je suis Pauline Rambaud, je suis développeuse back-end Go. Et je suis également membre du CHES et bien évidemment, je travaille aussi chez Bedrock. Et la petite flamme, c'est le nom de mon équipe, ce sont les calcifères. Alors, avant de démarrer, mettons-nous d'accord sur les bases, sur le basique. C'est quoi la revue de code? On a l'habitude, en tant que développeur, développeuse, de faire de la revue de code. C'est une grande partie de notre métier. Mais il y a plein de types de revues de code. Revue de l'architecture du code, etc. Donc nous, comme vous l'avez vu dans notre petite fiction, on va vous parler de revue du delta du code, donc de la différence entre le code existant et ce qu'on va venir proposer pour de la feature ou du fixe, et qu'on soumettra à la relecture de ses pairs dans le cas d'une pull request ou d'une merge request. Pourquoi est-ce qu'on fait des revues de code ? Alors, on est tenté de dire que ça va nous permettre d'obtenir la meilleure qualité du code parce que plusieurs personnes ont posé leurs yeux dessus et ont pu déceler des choses à améliorer. Finalement, ça facilite aussi la recherche et la correction des bugs, ce qui est fortement souhaitable lorsqu'on va livrer en prod, de s'éviter des bugs et de faire le pompier. On va partager la connaissance. Nos collègues, nos pairs vont regarder le code, prendre connaissance de la feature qui a été demandée et du nouveau fonctionnel. Et puis, on partage aussi la responsabilité parce qu'en fait, en cas de pépin, si personne ne l'a vu dans l'équipe alors que tout le monde est censé avoir relu le code, c'est pas uniquement la faute du développeur. C'est de la formation continue. On apprend autant sur la partie fonctionnelle que sur la partie technique, grâce aux retours qu'on a, grâce au code qu'on lit, et on apprend des nouvelles choses.
En bref, c'est aussi une forme d'amélioration de l'équipe. Tout à fait. Alors, disclaimer, il n'y a pas que la revue de code asynchrone. Chez Bedrock, on en fait un peu, c'est pas non plus toute la partie de notre temps. On fait aussi d'autres choses, comme par exemple du mob programming, du pair programming, qui permet de réduire aussi tout le travail asynchrone de relecture du code. On sait aussi qu'il y a des équipes qui font pas du tout de revue de code, hein, c'est des façons de faire. Donc nous, on ne dit pas que faire de revue de code, c'est absolument la pratique à faire, hein, ça dépend de toutes les équipes. On n'est pas des évangélistes de la revue de code, hein, on n'est pas là pour vous convertir. Ni pour souffrir. Ni pour souffrir. En bref, la meilleure solution, c'est celle qui vous convient à vous et à votre équipe. Alors, du coup, Pauline, on a vu la revue de code, on apprend des choses techniques, fonctionnelles, on partage la connaissance, on partage la responsabilité, tout le monde est au courant de tout, on n'a pas vraiment de raison de souffrir, en fait. Eh bien, en fait, disclaimer, si. Des fois, on souffre. Les incompréhensions et les maladresses, elles s'accumulent. On prend du retard, les PR, les commentaires s'accumulent, personne ne les traite. On n'arrive pas à MEP. Et en fait, puis il y a des fois des humains derrière aussi qui sont blessés, qui sont vexés. Et puis, concrètement, en fait, ça détériore l'équipe au final, peut-être. Et la vélocité. C'est exactement de tout ça dont on aimerait vous parler aujourd'hui. On voudrait vous parler de bonnes pratiques pour être plus efficace quand on fait de la revue de code. On va vous parler d'un standard pour écrire des commentaires plus exploitables, plus efficaces, et d'une attitude pour écrire et recevoir du feedback qui, pour nous, est un prérequis absolu. Comme on vous l'a dit, c'est une version nouvelle qui a été améliorée. Du coup, on avait demandé à notre réseau des commentaires et puis on a aussi amélioré par rapport au feedback qu'on a eu en conf. Et donc, on a trié les commentaires par catégorie pour vous aider un petit peu peut-être à détecter ce qui était améliorable ou non. Et en fait, il y a la catégorie, il pourrait être écrit par des robots. Donc là, je t'ai dit d'utiliser des tables, pas des espaces. Tu as une ligne en trop par ici, pas d'iodastal dans la team. Et le dernier, tu ne devrais pas mettre le type de variable dans le nom. Tous ces commentaires, en fait, on peut s'économiser du temps. Si un robot peut détecter que vous puez des pieds, je pense qu'un robot peut détecter et un outil peut détecter qu'il y a une ligne en trop dans votre code, que vos espaces ne sont pas de la bonne taille ou que vos tables ne sont pas de la bonne taille. Donc, économisons-nous du temps, facilitons-nous la vie, utilisons des linters et de formateurs pour s'éviter de temps là-dessus. Ça n'a pas de plus-value pour un humain, en tout cas, de dire qu'on a utilisé des tables et pas des espaces. Vous avez SonarLint, vous en avez plein d'outils comme ça. Et on peut aussi utiliser des outils statiques de code qui vont analyser le code sans l'exécuter. Donc là, pour tous les problèmes de typage, pour des fois vous appelez une fonction sur un membre nul, pour s'éviter plein de bugs, des fois, en fait, c'est une très bonne piste. Et en plus, souvent, c'est des outils qui sont intégrables dans la CI, donc ça facilite vraiment les choses. Pour les commentaires, pas de Yoda style dans notre team et pas de type dans le nom de la variable. En fait, peut-être que c'est que vous avez loupé un petit truc sur les nouveaux arrivants ou alors c'est que c'est des règles implicites dans l'équipe. Donc en fait, peut-être que de la doc, ça peut être utile d'expliquer comment dans la team, certaines choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas, qui ne sont pas peut-être des bonnes pratiques standards, mais qui sont des bonnes pratiques de l'entreprise. Nous, on vous parle de revue de code, donc on va se concentrer un peu là-dessus. Et du coup, on a décidé de vous faire un zoom sur nous, des outils qu'on a dans nos équipes et qui facilitent la revue de code. Donc par exemple, le template de PR, on peut faire un template où chaque fois qu'on ouvre une pull request, on a déjà les catégories pré-remplies avec les petits commentaires HTML de ce qu'il faut mettre dedans. Donc pourquoi j'ai fait cette US, comment je l'ai faite, comment je teste, est-ce qu'il me reste des to-do à faire. Et en plus, moi, dans mon équipe, comme on avait des petits soucis au niveau de la review, on n'était jamais trop d'accord sur quand est-ce que c'était terminé, quand est-ce que je mets en review, quand est-ce que je l'approuve, que du coup, on s'est dit, en fait, pour les user stories, il y a une definition of done, et du coup, nous, on a créé notre definition of done pour le développeur. Quand est-ce que j'estime que mon travail il est terminé et que je peux le mettre en review à mes collègues. Donc, j'ai testé. J'ai testé aussi fonctionnellement à la main, comme si j'étais un utilisateur. Le code est propre, il ne reste pas de debug, de var dump, tout ça. Et mes migrations, elles sont jouées si je suis sur une base relationnelle. Une fois que j'ai fait ça, moi, en tant que reviewer, en fait, à quel moment je mets un approve ? À quel moment on peut dire la loi universelle, c'est quand il y a tout ça ? Et bien déjà, peut-être que comprendre le code
Et le but de la user story, c'est chouette. Ensuite, je teste et je commande si besoin. Et puis, je suis pas avare de batch comment, de suggestions. Je fais pas un commentaire par un commentaire, s'il vous plaît. Je check régulièrement si la personne elle a traité mes retours, si elle a pushé de nouveaux commits. On teste fonctionnellement aussi sur moins tenante. Et puis, je suis sûre que le code, il est testé, etc. Souvent, c'est dans la CI. Donc, si la CI, elle est verte, on ne s'embête pas, hein, on valide. Et puis, on n'est pas radin. Un petit commentaire sur un petit rappel. Soyez bienveillants et soyez sympas. On n'est pas là pour se juger entre nous et faire une comparaison de qui a le plus gros karaté. C'est vraiment, on est là pour faire du bon code et avancer tous ensemble. Une des autres grandes catégories de commentaires qu'on peut trouver dans les revues de code, c'est les commentaires qui ne sont pas très clairs. Donc on les lit, on se dit qu'est-ce que la personne a voulu dire. Et il se peut que pour la personne, c'est ultra clair dans sa tête, hein, parce qu'elle sait exactement ce que c'est, elle a le ton, etc. Mais nous, quand on le reçoit, on n'a pas tout ça. On a demandé à notre réseau des exemples, comme disait Pauline, et on en a certains pour illustrer ça, et on va essayer ensemble de voir comment on peut les améliorer. Alors, le premier, pourquoi tu as fait ça comme ça? Ok, donc ça, on ne sait pas trop comment on va le prendre. Oh my god, mon travail est exceptionnel, ou je dois potentiellement penser à une petite reconversion. Ton travail est exceptionnel, Pauline. On va voir. Hein. Trash, poubelle. Celui-là, c'était mon préféré quand on nous l'a soumis. Pas facile. Donc évidemment, ils sont sans contexte, hein, donc ça rajoute un peu aussi du jeu. Et puis, moi, j'aime bien aussi le... moi, j'aurais pas fait ça comme ça. On serait tenté, Pauline, de rajouter, pourquoi pas, un emoji, comme l'emoji que tu as mis tout à l'heure. Oui, je t'en prie. Peut-être que ça va nous rajouter un peu de contexte ou d'intention. Alors, pourquoi tu as fait ça comme ça, avec l'emoji qui réfléchit? Bon, évidemment, on a fait exprès. Ça nous rajoute toujours pas plus de contexte ou d'intention. Le oh my god avec un Shaky Earl, je sais vraiment pas si vraiment là c'est pas une petite reconversion mais une grosse. Je pense qu'il faut que j'arrête de toucher un ordinateur et de faire du dev. Poubelle avec un sourire. Personnellement, je prends feu si je reçois ça. Et j'aurais pas fait ça comme ça avec un regard que moi j'interprète de suspicieux. Ça me fait aussi prendre feu. Je devais devenir un petit peu agressive, je pense. Bon, ok, évidemment, on a forcé le trait, mais vous voyez l'idée, les emojis, si pour nous, ils ont une intention, ils portent une intention, une signification, la personne qui le reçoit, c'est pas aussi évident pour elle. Pensez toujours à cette personne dans votre entourage qui n'utilise pas les emojis comme vous. Par exemple, moi j'ai ma mère qui va me mettre un smiley qui a un sourire en coin que moi j'interprète comme coquin. Puis en fait, pour elle, non, c'est juste petit sourire narquois, quoi. Donc voilà, ça pensez à cette personne dans votre entourage. Bon, alors c'est pas clair. On manque de contexte. Le commentaire est parfois crypté. Celui qui a rédigé comprend bien, mais pour nous, c'est un peu difficile. Il peut y avoir des commentaires avec plusieurs interprétations, comme par exemple la Pauline qui remet toute sa vie professionnelle en question avec un commentaire. Ça peut être aussi positif que négatif. Les commentaires interrogatifs aussi, ça peut être à double tranchant. Est-ce qu'on est dans une question passive-agressive, un peu ironique, ou est-ce qu'on est sur une vraie question de mentorat d'une personne qui souhaite progresser et qui vous pose une question légitime sur le code? Pas facile de savoir. On vous propose d'ajouter des labels pour clarifier le propos. Alors, la question ici questionne pourquoi est-ce que tu as fait ça comme ça? Et bien là, ça clarifie tout de suite le propos. On est sur une question de mentorat. Je souhaite apprendre, explique-moi pourquoi tu as choisi cette façon de faire. Là, praise qui veut dire éloge, donc je sais que en fait, c'est mon travail qui est exceptionnel et j'ai pas besoin de me reconvertir. Nitpick qui veut dire tatillonner pour poubelle. Du coup, ça décroît vachement l'intensité dramatique du commentaire parce que du coup, c'est un petit détail à régler. Et puis, j'aurais pas fait ça comme ça, qui devient un saute, donc une pensée. Peut-être que c'est juste que la personne, elle avait pensé à une solution quand elle a lu la user story, et puis elle a vu notre implémentation. Et ça veut pas dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose, c'est juste que dans sa tête, son schéma de pensée, c'était pas comme ça.
Et ça peut faire des réflexions qui viennent nourrir des sujets de tech meeting ou de conversation dans l'équipe. Tout à fait. Alors, vous voyez un peu où on veut en venir. On vous propose de formater vos commentaires pour rendre l'intention plus claire et pour faire des commentaires plus exploitables. Et donc, on va vous parler des conventional comments. Vous connaissez peut-être les conventional commits, que nous aussi on utilise beaucoup, qui sont très utilisés, et qui nous permettent d'avoir un formalisme pour nos commentaires dans les pull requests ou les merge requests. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, en premier lieu, on a le fameux label. On a une décoration qui est optionnelle, mais qui permet de donner un peu plus de contexte. Est-ce que ça va être très urgent? Est-ce que c'est du test, de la sécurité, etc. Le sujet, qui est donc l'intention, l'explication du commentaire, bien sûr. Et la discussion, qui est là aussi optionnelle, mais qu'on invite à utiliser, qui donne le maximum de contexte à la personne pour résoudre le commentaire. Donc les labels, vous voyez qu'il y en a une liste exhaustive. On ne va pas tous vous les présenter, bien sûr, on en a choisi quelques-uns. Donc le praise, c'est vraiment pour souligner quelque chose de positif, c'est l'éloge. On ne fait pas de second degré, je pense qu'il n'y a personne dans la salle qui aime recevoir des compliments qui n'en sont pas et qui sont juste là pour se ficher un peu de nous. Donc on fait des éloges sincères et c'est OK de ne pas l'utiliser si vous trouvez que le code, il n'est pas, il est pas waouh. Si c'est juste un petit fixe qui a permis d'avancer, c'est pas obligé. La suggestion, souvent, c'est hyper intéressant parce que ça peut permettre d'améliorer le sujet actuel. Il faut être super explicite et clair. On n'hésite pas à mettre des sources et on explique aussi pourquoi il s'agit d'une amélioration, en quoi on pense que c'est une amélioration. On peut utiliser des décorations blocking, non-blocking. Et on peut utiliser les patchs de code, vous savez, quand vous faites la suggestion plus-moins que vous imposez, entre guillemets, comme là. Ça, c'est le patch. Et l'issue, c'est pour mettre en évidence des problèmes spécifiques. Donc là, c'est vraiment le bug. Ça, c'est vraiment ce qu'on ne veut pas. Donc c'est bloquant par nature. Et on peut le coupler souvent avec une suggestion, d'où le suggestion qui est bloquante ou non bloquante. Le saut, c'est la pensée, c'est l'idée qui a surgi à la relecture du code. C'est pas bloquant par nature et souvent c'est super bien parce que dans l'équipe ça va déclencher soit des discussions et des débats sur ah oui mais en fait j'ai vu le commentaire d'un tel, c'était vachement bien, peut-être qu'on devrait faire comme ça. Donc soit ça va donner lieu à des refactos ensuite, ça n'empêche pas de MEP et peut-être que ça va être un tech meeting ou un mob qui va arriver. Et du coup, quand on a tout mis à jour, ça redevient... Alors ouais, donc on a repris nos commentaires pour la question. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est une meilleure façon de faire dans ce cas précis? Donc là, on étoffe un peu quand même, on étoffe un peu la question pour être un peu plus complet. Oh, pardon. Le praise, il change pas, c'est oh my god, c'est incroyable. Celui-là, c'est OK. Le nitpick, alors du coup, au lieu du laconique poubelle, on peut donner un peu plus d'explications quand même. Donc ici, il y a une extra line. Et donc la pensée, là, on a ajouté beaucoup de contexte. On devrait utiliser un design pattern avec le lien qui va bien vers Refactoring Guru. Et puis, c'est hyper positif et ça a beaucoup de mentorat pour la personne qui reçoit ce commentaire. Elle n'est pas forcée non plus de le faire, mais au moins, elle va pouvoir aller discuter et se renseigner et puis voir ce qu'elle en fait. Ce qu'on voudrait vous dire surtout, c'est de vous approprier la méthode. Là, la capture d'écran, c'est les labels qu'on utilise dans mon équipe. Nous, on n'utilise pas le praise, nous, on utilise le applause parce qu'on est un petit peu bruyant. Du coup, on aime bien. Le nitpick, la suggestion, l'issue, la question, le to-do et la typo, c'est vraiment ceux qu'on a choisi d'utiliser parce que c'est ceux dont on a besoin au quotidien. Et c'est les commentaires, qu'on a décidé de rendre qui ont de la valeur, quoi, en gros, qui sont pour nous efficaces dans la productivité et dans l'avancée de l'équipe. Ce qu'on peut faire, je vous parlais de doc tout à l'heure pour les nouveaux arrivants et tout. Comme on travaille avec GitHub, on a des saved replies. Et en fait, vous pouvez, avec du Markdown, définir déjà des réponses préfaites, donc avec votre label. Et du coup, ça, c'est le Markdown qu'on fournit quand il y a un nouveau. Et comme ça, toute l'équipe, en fait, a la même base de communication et la même base de réponses. Et je vais spoiler un peu, mais si vous n'avez pas de réponse dans ces catégories-là, peut-être qu'il faut réfléchir à 2 fois. Alors, pourquoi on souffre moins du coup, nous, on pense qu'avec ce standard, on facilite la compréhension. On a une meilleure lisibilité parce qu'en un coup d'œil, vous pouvez voir en fait si c'est bloquant ou pas bloquant les retours.
de quel type ils sont. Donc, fixer une typo, ça prend beaucoup moins de temps que refaire un design pattern et implémenter des trucs ultra compliqués. On a moins de mauvaises impressions sur le ton employé. Ça diminue quand même beaucoup grâce à l'intention du label. Et puis du coup, on a moins de perte de temps parce que tout ça est facilité. On passe plus de temps à ruminer ce que nous a dit notre collègue et on peut avancer tranquille et sereinement. Exactement. Alors donc on a parlé de commentaires qui pourraient être automatisés pour nous faire gagner du temps. On a parlé du standard qui nous permet d'écrire des commentaires plus efficaces et exploitables pour nos collègues. Et on a encore des catégories de commentaires qui pourraient être évitées. Voilà, donc là, la catégorie, c'est on pourrait être plus efficace. Je vous ai demandé d'utiliser les batch comments, en gros, de faire vos retours en une seule fois. Et bien là, on y est. Ici, 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 et puis là, on a tous ce collègue qui, si c'est une typo, sur les 10 fichiers qu'on a changés, il va nous le mettre. Trop de commentaires, pas de hiérarchisation. En fait, ça, c'est une totale perte de temps. On ne sait pas par quoi on doit commencer, on ne sait pas où on doit aller. Voilà, c'est pénible. Donc, on utilise les décorations blocking, non-blocking. Une typo, je sais, je fais que dire que c'est pas grave, mais ça peut être super chiant à changer après coup une fois que ça a été MEP. Mais du coup, là, on peut aussi se dire issue blocking. Là, on enfonce une porte ouverte, mais c'est pour insister sur le côté vraiment c'est grave. Et puis une tâche, ajouter des petits tests. Donc on n'est pas avare de contexte. Mais s'il vous plaît, soyons concis. Pour la typo, ok, ça va peut-être vous prendre 5 minutes de plus de regarder toutes les lignes, de les référencer. Mais je peux vous garantir que votre collègue il vous remerciera de lui avoir mis un seul commentaire avec juste les lignes à regarder. Déjà, quand vous le signalez une fois, la typo, c'est déjà beaucoup, parce que la personne, si un minimum rigoureuse quand même, j'espère, et je pense qu'on l'est tous, va aller checker partout où il y a le caractère qui apparaît. Utiliser son IDE. Voilà. Et du coup, avec ces bonnes pratiques, Anne-Laure, qu'est-ce qu'on gagne ? Oui, alors avec le standard vient des bonnes pratiques qui sont aussi mentionnées. Donc la première, c'est que le mentoring, ça paye. Le mentoring fait progresser les personnes de votre équipe et on récolte le fruit de ce travail au fur et à mesure parce que l'on devient une équipe plus efficace et performante. Laisser des commentaires exploitables, ça permet aussi de gagner en efficacité et en qualité de code. Combiner les commentaires similaires, donc ça, Pauline nous en a parlé. On nous suggère aussi d'utiliser plutôt le « nous » plutôt que le « tu » pour embarquer toute l'équipe dans ce travail de revue de code. Et aussi, peut-être, pourquoi pas, utiliser « nous pourrions » plutôt que « nous devons faire ceci » pour être plus suggestif. Vous pouvez trouver toutes ces bonnes pratiques et la définition totale du standard sur le site des Conventional Comments. Et vous avez également d'autres bonnes pratiques qu'on a un peu évoquées là dans ces slides sur le GitHub du Google avec des practices ici qui sont aussi une mine d'or si vous voulez en savoir plus. Il y a également beaucoup d'articles et de conférences sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller les voir. Alors, ça, c'est la catégorie des commentaires, malgré qu'on ait un standard, qui sont malgré tout pas faciles à exploiter, dont on ne sait pas exactement qu'en faire, qu'est-ce qu'on nous demande, comment améliorer le code. Une sorte de best-of un petit peu. Tu ne comprendras jamais. Oh, je t'ai déjà dit 2 fois de ne pas faire ça comme ça. Donc le commentaire démotivant. Le mauvais niveau d'explication, celui-là il me fait beaucoup rire. Ouais, t'aurais pu faire un design pattern flyweight. Je sais pas s'il y en a dans la salle qui savent ce que c'est, mais moi je savais pas. Et ça m'a fait beaucoup rire. Le commentaire cryptique, c'est pas très élégant. La notion d'élégance dans le code, je pense qu'il y a autant de gens dans la salle qu'il y en a. Et ça c'est vrai. C'est un exemple qui existe. Ok, ça veut dire quoi en fait donc ? Et du coup, ces commentaires, ils rentrent pas tellement dans les standards et c'est des commentaires qui sont pas aidants. Du coup, réfléchissez aussi. Il y a l'intention en premier, mais en deuxième, il y a aussi ce que vous voulez dire quand même. Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que c'est important ? Et c'est pour ça qu'Anne-Laure, elle va nous aider un petit peu.
Oui, alors avec Pauline, on est toutes les deux d'accord sur le fait qu'on a beau avoir un standard, réfléchir à la façon dont on écrit nos commentaires, on a aussi, en tant que développeur, développeuse, enfin, on pense avec Pauline, euh, besoin d'une attitude. Pour nous, c'est un prérequis aussi à la communication asynchrone et communication d'ailleurs en général avec nos collègues dans l'équipe. Et on voulait vous parler de Legoless Programming. Alors, Legoless, quand on entend ça, on pense d'abord à ça. Pas du tout. Donc, Legoless, c'est Legoless Programming. Donc, l'idée, c'est de tenter de repousser un peu notre ego, faire en sorte que notre ego ait moins d'impact sur notre comportement et nos interactions en général avec nos collègues au quotidien. Ça a été théorisé par M. Weinberg en 1971, hein, donc c'est quand même... ça commence à dater. Il a écrit différents commandements. Donc l'idée, c'est de minimiser les facteurs personnels pour chercher à obtenir la meilleure qualité de code dans les échanges. Et comment? En émettant des critiques respectueuses envers et collégiales, où nos sentiments sont mis de côté. Donc comment y parvenir? Monsieur Weinberg a proposé des principes ou des commandements qui peuvent nous aider, nous inspirer lors de nos échanges. On va en voir quelques-uns, il en a écrit beaucoup, hein, mais on va en voir quelques-uns ensemble. Plus que 10. Comprenez et acceptez que vous ferez des erreurs. Je pense qu'il est hyper important celui-là. Et moi, j'ai toujours le sentiment que des fois, on l'oublie quand on avance avec l'expérience et notre carrière. C'est hyper formateur en fait de se tromper. Et on apprend toujours beaucoup de choses. Et je pense que quand on l'accepte, on comprend d'autant plus vite. Et puis on peut encore plus vite avancer et passer à autre chose. Et rappelez-vous que du coup, si vous faites des erreurs, les autres aussi probablement en font. Et ne les traitez pas traitez-les comme vous aimeriez qu'on vous traite quand vous vous trompez. Donc j'espère avec gentillesse et respect. Et respect et pédagogie. Vous n'êtes pas votre code. Celui-ci, il est assez célèbre. Vous n'êtes pas votre code. D'ailleurs, le code appartient à l'équipe, au projet. Il ne reflète en rien votre valeur personnelle. Se détacher de son code, ça permet aussi de le questionner, de l'améliorer, d'accepter, d'entendre des critiques sur le code, et bien faire la différence entre vous et votre code pour améliorer votre travail et puis participer à une meilleure qualité de code au global dans le projet. Réécrivez pas le code sans consultation pour en avoir été victime, oui, parce que ceci est une agression. C'est hyper désagréable, ça n'apporte rien, hormis peut-être de la vitesse si vous êtes très très pressé, mais ça fait jamais plaisir d'avoir une PR ouverte et puis le lendemain elle est MEP et puis on reconnaît même plus notre code. Vous avez rien apporté à la personne qui avait écrit ce code, aussi mauvais soit-il, soit dit en passant, mais vous l'avez même pas mentoré ni aidé. Ça a pas de plus-value pour moi, si ce n'est celle d'aller vite. Donc franchement, si on peut se l'éviter, évitons-le, et c'est hyper frustrant pour la personne qui a travaillé. Traiter les personnes qui en savent le moins avec respect, déférence et patience. L'idée derrière ce principe que je trouve très intéressant, c'est de faire en sorte d'avoir un environnement de travail qui soit ouvert, inclusif, favorable, où les gens se sentent en sécurité de poser des questions parce qu'il y a du respect mutuel et qu'on prend en considération toutes les personnes. Parce que le pire risque le plus gros risque, c'est que les personnes n'osent pas faire de retour, n'osent pas s'exprimer parce qu'elles sont mal prises en considération. Et du coup, c'est une catastrophe aussi pour l'équipe, pour la montée en compétences et la collaboration tout simplement dans l'équipe. Battez-vous pour ce en quoi vous croyez, mais acceptez la défaite avec grâce. Quand on sait tous qu'on a eu des tech meetings où il y a eu des gros débats techniques sur qui est-ce qui aura la meilleure solution, en fait, des fois dans l'équipe, si tout le monde est d'accord sur une solution qui n'est pas la vôtre, mais que vous avez défendue et argumentée, peut-être que ça sert à rien de prendre la mouche, de le prendre personnellement, de se vexer et puis d'être un peu contrarié. Peut-être que c'est OK, ça voulait pas dire que notre idée, elle était mauvaise. C'est juste que globalement, l'idée de quelqu'un d'autre a parlé plus.
Et accepter avec grâce, et ben, vous en sortirez beaucoup plus fier finalement de vous dire que ok, ma solution, elle était bonne, c'est pas celle qui a gagné, mais c'est pas grave. Comme on l'a dit au début, on n'est pas là pour comparer et se juger. Donc je pense que c'est important aussi des fois de savoir battre en retraite et se dire bah ok, j'ai défendu mon idée et du coup, c'est égoless ne veut pas dire zéro égo. Voilà. Ouais, vous pouvez vous battre pour vos idées. Vous avez le droit, hein. C'est bien quand même. Critiquez le code plutôt que les personnes. Soyez sympa avec la développeuse ou le développeur, mais pas avec le code. Ça pourrait faire un peu office de conclusion. Donc c'est ça vraiment l'idée. On va faire des retours sur le code pour améliorer le code qui a été proposé et on propose des améliorations sur le code et tout en respectant les personnes qui ont produit ce code. Des principes, il y en a plusieurs, hein, comme disait Pauline tout à l'heure. Vous pouvez aller consulter des articles de blog aussi sur le sujet si ça vous intéresse. Il y a également des conférences où chaque principe est détaillé. C'est très, très intéressant. On vous recommande vraiment d'aller voir. Alors, que retenir ? Eh ben, on va tenter de laisser notre ego... on va tenter de faire en sorte que notre ego nous contrôle moins dans nos interactions avec les autres. On va chercher à faire preuve d'empathie, se mettre à la place de l'autre. Et ne pas oublier qu'en groupe, on produit les meilleures choses et la meilleure qualité de code. Du coup, dans les feedbacks qu'on a souvent eus, c'était des personnes qui venaient nous voir en disant bah, dans mon équipe, en fait, personne ne fait de revue de code, je suis lead, c'est souvent moi qui me la tape, en fait. Et au bout d'un moment, ça m'embête un peu, ce qui se comprend. Oui. Ouais. Ouais, on a beau avoir un standard, c'est pas évident que tout le monde fasse de la revue de code. Et du coup, dans l'équipe des calcifères, je l'ai mentionné au début, de l'équipe, on avait quelques petites difficultés sur la revue de code, on n'était pas du tout tous alignés, etc. Mais par contre, on en est tous venus à une conclusion, c'est que la revue de code, c'est un muscle. Et comme tous les muscles, les gens sportifs, ils vont à la salle, ils vont s'entraîner régulièrement. Mais en fait, si vous voulez que ça paye, la revue de code, c'est pareil. C'est en reviewant qu'on devient reviewer. Et du coup... comme c'est un muscle, il faut travailler, il faut trouver son moment. On est tous différents, on a tous des moments où on est plus efficace que d'autres. Moi, c'est plus souvent le matin. Et attention, ça ne veut pas dire que je ne fais jamais de revue l'après-midi. Et surtout, on priorise la revue en fonction de l'organisation de l'équipe et de la boîte. Par exemple, chez Bedrock, dans mon équipe en tout cas, on est sur des sprints de 15 jours. Donc quand la première semaine, elle va être passée, début de la semaine suivante, où il va y avoir les rétros, etc., eh ben, je vais commencer de regarder qu'est-ce qu'il y a en revue, quel est l'état d'avancement de mon US à moi, est-ce que j'ai bientôt fini ou non, et peut-être prioriser un peu le travail des copains, les aider, traiter mes retours, etc. J'ai été débutante, je le suis un peu moins, mais je me considère encore comme telle. Il y a des petites astuces pour les seniors que j'aimerais vous donner, parce que souvent aussi, on a le message, les débutants ne font pas de revue de code. C'est pas qu'ils veulent pas, mais des fois, c'est qu'ils savent pas comment faire. Et du coup, déjà, quelques petites choses qu'on peut essayer d'éviter tous ensemble. Réécrire le code à sa place, ça fait partie des commandements, mais j'insiste vraiment là-dessus, parce que ça m'est arrivé en stage et c'est vraiment ultra pénible. De laisser des commentaires pas constructifs, rappelez-vous, je te l'ai déjà dit 2 fois, il y a peut-être eu un défaut d'explication ou de compréhension, peut-être que la personne elle a besoin d'un peu plus de temps, peut-être qu'elle a besoin que vous preniez du temps avec elle pour lui expliquer. Manquer d'empathie, le brr ou oui, pourtant, gna gna gna. Alors on évite ça, s'il vous plaît, rappelez-vous que vous aussi vous avez été junior, vous aussi vous avez été perdu, ou alors si vous ne l'avez pas été, vous avez beaucoup de chance et travaillez sur votre communication, parce que l'empathie ça peut vraiment aider quelqu'un et ça peut vraiment changer une vie. Du coup, essayons plutôt de faire des vies ma vie. Donc moi j'en ai fait plein avec ma manager, c'était ultra chouette. Elle me prenait à côté d'elle pour une review et en fait elle réfléchissait à voix haute, comment elle lisait son code, pourquoi ce passage-là lui déclenchait ce commentaire-là, etc. Et en fait j'ai pris des notes au fur et à mesure et ça m'a beaucoup aidée. On a aussi fait du mob programming. Là je peux vous dire qu'ils ont été patients et c'est hyper important parce que du coup ça crée, comme l'a dit Anne-Laure, une atmosphère bienveillante et ça permet de beaucoup plus progresser. On peut proposer des méthodes aussi quand les gens sont vraiment débutants. Peut-être des fois, ils voient juste un gros bloc de code, ils ne savent pas comment le découper, ils ne savent pas comment l'US elle a été faite. Donc peut-être découper le travail ensemble, ça peut être une piste. On explique et on discute. Alors oui, je sais, ça prend du temps.
Mais le mentorat, c'est un pari sur le long terme et c'est exponentiel. Par contre, une fois que la personne elle a commencé à éclore, elle va aller très très vite, elle va monter en compétence très vite. Et surtout, on accepte le temps passé. Moi, c'est pas rare qu'encore il y ait des reviews, ça me prend une demi-journée. Bon, elles sont quand même plus longues qu'au départ, mais ça arrive. Et d'avoir une manager qui ne met pas la pression et qui me laisse le temps de faire, et ben du coup, ça me permet d'aller chercher les connaissances que j'ai pas. Je sollicite pas trop du coup les gens de l'équipe, donc c'est pareil, ils avancent, mais ça me permet d'être en autonomie, d'avoir le temps et de faire les choses bien et rigoureusement. Et du coup, un autre retour, Anne-Laure, celui-là on l'aime bien. Oui, alors c'est arrivé quasiment à chaque fois en fait quand on faisait cette conférence en meet-up ou en conférence, on est venu parfois nous dire au moment de l'apéro: ok, Pauline, Anne-Laure, c'est chouette votre standard, les Golès et tout, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire on peut plus rien dire en fait dans les revues de code. On y a beaucoup réfléchi parce que la question nous a un peu pris de court et on a décidé en fait d'adresser la question directement parce que ça vaut le coup. Donc déjà, on voudrait clarifier quelque chose et on aimerait vraiment que vous sortiez en ayant bien ça en tête. Les feedbacks négatifs sur le code sont absolument nécessaires. Il faut les faire parce que on souhaite améliorer la qualité du code. C'est ce qu'on se disait au début, à quoi ça sert les revues de code. D'ailleurs, quand on est en mob aussi, on fait des retours en direct, c'est la même chose. On va chercher à garantir la maintenabilité du code, prévenir les risques de bugs, c'est exactement notre métier. Progresser, ça fait partie de notre quotidien. On progresse aussi grâce à nos collègues et aux retours qu'ils nous font. Donc c'est absolument essentiel et nécessaire. Donc on fait absolument des commentaires sur le code quand ça va pas, quand ça correspond pas au niveau de qualité exigé dans l'équipe. Et voilà. Ceci étant dit, on peut se poser la question, quand on a un commentaire qu'on souhaite laisser sur une pull request, si on n'a pas de label, si on n'a pas de label à ce commentaire par rapport au standard dont on vous a parlé, s'il n'y a aucun label qui match, on peut se poser la question, en fait, est-ce que ce commentaire est vraiment exploitable ? Est-ce que la personne qui va le recevoir va pouvoir en bénéficier, c'est-à-dire pouvoir progresser, apprendre quelque chose, le mettre en pratique là tout de suite pour améliorer le code et pour améliorer la qualité globale du projet et de ce qu'on fait dans l'équipe? Est-ce que c'est vraiment ça? Si ce n'est pas le cas, peut-être que ce commentaire n'a pas lieu d'être dans la revue de code par écrit. Il peut y avoir évidemment des problèmes, des malentendus, des gens qui ne s'entendent pas, des problèmes aussi de compétences, de personnes de l'équipe sur le projet. Tout ça, ça arrive, ça fait partie de la vie. On pense que ces sujets doivent aussi évidemment être adressés, mais a priori ailleurs que dans une pull request. La revue de code, c'est peut-être pas le lieu pour gérer vos conflits avec votre collègue. Et du coup, la conclusion, c'est que non, on ne peut plus rien dire. En effet, si votre commentaire n'est pas exploitable et n'a pas d'intention très claire, en effet, on peut éviter de le faire. Petit rappel encore, il n'y a pas que la revue de code. Si en équipe, vous n'êtes pas très à l'aise avec cet exercice, évidemment, il n'y a pas que ça. On a d'autres solutions. Et celle qui permet à l'équipe d'être à l'aise et efficace, évidemment, c'est la meilleure. Et on va chercher à améliorer en continu la façon dont on travaille. Et restez pas en souffrance, c'est hyper important parce que là aussi, en meet-up ou en conférence, à l'apéro, on a des fois les gens d'une même équipe, mais qui viennent nous voir à part. Et puis, il y en a un qui nous dit « Ouais, mais moi, dans mon équipe, c'est un peu coincé. » Et puis, on en a un deuxième. Donc, en fait, dites-vous que si vous souffrez dans votre équipe, vous n'êtes certainement pas le seul. Et du coup, on vous encourage à avoir le courage d'y aller et de mettre un peu les pieds dans le plat, gentiment, de le dire, d'aborder le sujet. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre équipe avec qui vous entendez un peu mieux que les autres. Peut-être essayer d'en parler tous les deux. Puis après, faire une squad. Et puis une squad où on va mettre en place la revue de code et essayer de faire des choses bien ensemble. Oui. Et du coup, voilà. Pour améliorer la façon de faire. C'est vraiment le message qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui. Parce que améliorer la revue de code, c'est avant tout se poser des questions, améliorer l'équipe
et faire du meilleur travail tous ensemble. Voilà. Merci. Et j'ai même l'impression qu'on a parlé un peu vite et qu'il reste un petit peu de temps pour les questions. Et si vous avez aussi des questions plus tard ou des remarques ou des exemples de commentaires que vous avez reçus, ça nous intéresse toujours. N'hésitez pas à venir nous écrire. On a encore 5 minutes pour quelques questions, si vous voulez. Je vais faire passer le micro. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre présentation. Vous avez parlé de definition of done et definition of reviewed. Est-ce que vous avez d'autres exemples de redéfinition ou de clarification de moments clés, que ce soit dans les étapes de développement ou des process plus internes qui ont une grosse valeur ajoutée comme ceux dont vous avez parlé? Déjà, ces définitions, elles sont sorties à la suite d'un atelier qui avait été organisé sur un outil de type Miro avec des post-it, etc., où chacun en fait expose selon lui le but de la revue de code, quels sont les objectifs, lui quand est-ce qu'il considère en fait ses attentes, etc. Et en plus de tout ça, régulièrement, on fait des docs sur, par exemple, les conventions de nommage des fonctions dans les tests, les conventions de nommage sur certains trucs. On n'hésite pas à prendre du temps pour faire de la doc pour ça aussi, parce que du coup, ça peut permettre de faire gagner du temps et de faire des choses. Et ensuite, on a beaucoup d'outils, des linters, des outils statiques, etc. Et sur la plupart qui sont open source, en général, on peut implémenter aussi des règles custom. Et là, par exemple, nous, on en a une dans l'équipe, c'est qui détecte tous les messages, tous les die, var dump, dump, parce qu'on sait à quel point ça peut être dangereux en prod et que ça n'empêche pas le fonctionnement de l'appli et des fois, ça passe entre les mailles. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, merci. Merci beaucoup pour le talk. Et j'avais une question sur ces notions de définition of done et définition of review, etc. Est-ce en mettant tant de critères aussi pour arriver à une review, est-ce qu'on n'augmente pas potentiellement la frustration si jamais la review ne correspond pas aux attentes ou si jamais il y a des choses qui sont pas OK et que du coup on a d'avoir demandé beaucoup de travail au développeur ou la développeuse avant que son code soit review et validé? Je pense que, en effet, c'est un peu ce qu'on disait, c'est un peu de l'amélioration continue aussi. Si à un moment donné, on voit que c'est trop, il y a des choses contraignantes qu'il faut revoir dans le process, on peut se reposer la question à ce moment-là. Mais nous, toutes les deux, on aime bien les templates avec des cases à cocher, des liens vers de la documentation pour s'y référer, etc., pour justement essayer de tout avoir au même endroit et gagner du temps. Nous, ça avait un objectif aussi de rappel de le mettre dans le template. Et c'est pas rare que, par exemple, une US un peu longue où des fois on n'a pas forcément tout implémenté. Là, c'est le cas en ce moment. On est sur un projet où c'est une API REST. Y a des fois, il nous manque des queries, il nous manque des choses pour faire les tests jusqu'au bout. On n'hésite pas à redécouper et se dire on fera une prochaine PR pour les tests. Ça, c'est pas gendarme, c'est pas rigide, c'est juste un cadre qui nous permet de nous situer et d'avoir certains attendus aussi. Parce que des fois, ça peut être un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres, quoi. Et là, au moins, ça permet, on sait ce qui est à peu près attendu. Si, pour une raison qui est valable et justifiée, on ne peut pas répondre à ça, en tout cas, nous, dans l'équipe, ça ne crée pas de frustration. Au contraire, ça fait un peu une liste, comme une liste de courses, un peu en mode pilote automatique. Je check que tout est bon. Et puis, en fait, c'est rentré dans nos mœurs aussi de faire mon code, mes tests, un coup de testing, un coup de linter, un coup de style, et puis j'envoie en review, et puis c'est bon quoi quand c'est testé. Ouais, puis comme ça, si les personnes partent en vacances ou en congé ou sont pas là, on peut aussi récupérer le travail avec les infos dedans. Mais tu avais peut-être une idée en tête, un cas, un exemple peut-être précis? Pas forcément, c'est juste que parfois j'ai tendance à penser que la code review arrive trop tard et qu'on peut avoir le développeur ou la développeuse qui a passé 4 jours, 5 jours sur quelque chose, qui a potentiellement pris la mauvaise direction au début et qui
avec ce genre de document, on se retrouve en fait à avoir fait beaucoup plus de travail que juste du code. Et comment ça arrive en review, en fait, on lui dit « Ah, c'était pas la bonne direction au début, désolé. » Alors, tout à fait. Nous, On pourrait parler longtemps aussi de comment est-ce qu'on peut découper le travail, éviter de faire des pull requests rentrer dans un tunnel de développement qui nous fait éventuellement, comme tu dis, dévier, perdre du temps, etc. Ça, c'est sûr qu'en amont aussi, il y a une grosse partie de travail sur de la définition, sur du découpage et de discussion autour de l'attendu. Je partage tout à fait. Ouais, j'en fais de la review anticipée. Des fois, après, c'est aux développeurs aussi de se rendre compte ou non. Ouais, de lever la main. De dire est-ce qu'on peut regarder ça ensemble ? Je suis pas sûre d'être OK. Enfin, en tout cas, nous, je sais, ça fait un peu idyllique dit comme ça, mais nous, c'est comme ça que ça se passe où on n'hésite pas. Et puis, généralement, c'est le beau jeu. Hein. Des fois, ça arrive où on a travaillé longtemps, c'est pas OK. Bon, bah, on souffle un coup, c'est pas OK. Si c'est pas OK selon toute l'équipe, là, c'est ce qu'on disait. Battez-vous pour ce en quoi vous croyez, mais acceptez-la avec grâce. Et des fois, c'est difficile de partir avec grâce, mais quand c'est pas bon, malheureusement. Enfin, je suis un peu de ce principe-là, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est bien de le détecter le plus tôt possible. Oui. D'accord avec toi. Mais les accidents, ça arrive. Comme en prod. Merci à vous. Vous pourrez poser vos questions en sortant. Oui, venez nous voir. Merci beaucoup. Merci. Puis bon Devox à vous.